Nos amis sont toujours avec nous. Avant d'attaquer le Togo et de parler de l'impact de la pluviométrie sur la production agricole dans ce pays, nous continuons notre petit périple au pays des hommes intègres. Je parlais tout à l'heure de messages entendus par la CEDEAO et peut-être l'ombre de Moscou. Coach Essor Kwamidi à Clessor. Est-ce que la CEDEAO a entendu le message des jeunes Burkinabés? Ils sont nombreux, on les a écoutés, nous sommes fatigués de la CEDEAO. Laissez Ibrahim Traoré en paix. Il faudrait que d'abord les amis, les frères burkinabés, pour ne pas dire burkinais, comprennent une chose. Quand vous avez élu un président et qu'il siège à la CEDEAO, vous avez perdu, vous, votre pouvoir, vous avez perdu votre autorité, vous lui donnez ça. C'est qu'on ne comprend pas ça. C'est ici là que vous allez voir. Quand vous dites que nous vous élisons, donc vous dites à l'autre là, représente-nous et agit en notre nom. Maintenant, c'est à la fin du mandat de celui-là que vous pouvez le juger. Mais j'ai l'impression que chez nous en Afrique, on élit des gens, mais on veut encore les contrôler. Voilà. C'est impossible. Et le principe de droit dit que quand je fais une élection, que je lis quelqu'un, il a tout mon poids, mon soutien. Donc, c'est après son mandat que je peux le juger par une autre élection ou un autre vote. Voilà, les exigences de la démocratie représentative. Donc, c'est ça, je ne comprends pas. Donc, les gens doivent comprendre, quand ils disent que la CEDEAO, ce sont des États qui construisent la CEDEAO. Chaque président qui est là-bas représente tout son pays. Donc, quand il prend une décision, c'est au nom de son pays. Ce n'est pas à son nom personnel. Il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. On va brandir le cas ivoirien pour dire que Ouattara avait modifié la Constitution. La modification de la Constitution est un principe démocratique également. Ouattara n'a pas modifié avec force et violence. Ils sont allés à l'Assemblée. Ce sont des principes. Il y a le constitution ivoirien qui a prévu ça. Donc l'opposition a permis à donner une faille et Ouattara a pu en profiter. Elle avait boycotté même les élections. Mais quand on parle du Togo également, ce sont pas la ruse que la constitution togolaise était. On n'a jamais fait ça par violence. On a dit non. Le président nigérien s'était levé, tout ça. Fora a démissionné. Il est allé depuis, comment on appelle Je voulais parler de l'ancien président malien, Alpha Oumakoula. Non, le président du Nigeria. C'est lui, quand le Togo a voulu... Obasanjo qui est intervenu là. Le Togo a refait les choses normalement de façon rusée. Et c'est Abbas Bonfo qui était le président, et jusqu'à ce qu'on a fait une élection. Donc, ces choses, quand les gens parlent qu'on a tripatoué, qu'on soit là, ce n'est pas qu'ils ont tombé. On l'a fait de la manière la plus professionnelle possible pour que ça ne soit pas vu de violence. Donc, moi, il faut que les gens brandissent Ouattara a fait coup d'État. Non. Ouattara a utilisé la Constitution pour modifier la Constitution. Et ce n'est pas cela le problème en Afrique de l'Ouest. Oui, je pense que c'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand il faudrait qu'il y ait une majorité ou bien une frange de l'opposition qui hésite toujours et que c'est la faute aussi de la population, une fois que vous ne votez pas massivement l'opposition pour qu'elle puisse contrecarrer les projets du gouvernement. Quand le gouvernement a la majorité, au Togo, on a dit on peut modifier 4/5e et qu'on soit là. Quand unir, dans le temps c'était RPT, en 2001 à 100% ou 99%, seulement ça n'appelle pas, on n'appelle pas ça, comment dire, coup d'État constitutionnel. Quand la loi dit que quand vous avez la majorité, vous pouvez modifier, peu importe c'est color, multicolore ou quoi. Quand ils ont la majorité, ils le font. C'est vous qui avez fait ça. Le boycott de 98 qui a permis que RPT soit confortable dans cette région. Et en Côte d'Ivoire, c'est quand Gbagbo et qu'on soit mobilisés les éléments, on n'est pas l'heure législative qui a fait que Ouattara. Ah oui, donc que les gens ne mélangent pas les choses. Je dis que une fois que vous donnez le pouvoir au chef de l'État, la population ne peut intervenir qu'à la prochaine élection pour punir ce chef d'État. C'est votre vote. Et bizarrement, la même population est prête pour prendre 2000, 5000 et vendre son vote contre les 5000 francs après pour venir chialer que la CEDEAO, c'est une institution. Et qu'on ne le veut pas, moi ce que je reprends à la CEDEAO, c'est qu'elle veut jouer tous les rôles. C'est ça le problème. Elle ne peut pas être à la fois économique, militaire et politique. Non. Il faudrait qu'au nom de la CEDEAO, d'autres instances naissent, ça c'est bien. Mais si c'est que la CEDEAO n'avait pas laissé couper France à Goïta, on devait finir avec ce problème depuis. Quand elle a fait son second coup d'État et qu'on l'a laissé venir au Ghana comme c'est celui qui a obtenu l'indépendance pour le pays et les gens ont crié. C'est ça même qui a engendré tout ça. Parce que quand vous avez une gangrène et je prends ceux qui ont le diabète peut comprendre. Quand ça vient, on vous dit souvent il faut couper les pieds pour que vous soyez en vie, vous refusez, ça va
finalement, vous mourrez avec la plaie là que vous avez. Donc, c'est ainsi ce qu'on a. Les Africains, il y a comment on appelle les aigris. Il y a ceux qui, d'abord, ils sont paresseux parce qu'ils font rien et ils s'en sortent pas. Ils accusent tout le monde pour que c'est à cause ça marche pas. La France n'a pas permis qu'il y ait sous-emploi en Afrique. Si nous-mêmes, nous avons une politique d'employabilité, c'est que les gouvernants ont menti aux gens au lendemain de l'indépendance en disant que quand vous allez tous à l'école, vous allez trouver du boulot. Au moment où il disait ça, au moins il y avait plus d'emploi que de boulot, plus de boulot que de diplômés. Est-ce que ce n'est pas une question de système aussi? Parce que non, par exemple, dans les pays anglophones, on ne voit pas trop cela. Allez, ça aussi c'est un faux problème. Allez au Ghana, il y a même chemin, c'est la même chose. Je dis, il y a les îles Maurice, la Guyane qui sont français, qu'on soit là. Le chômage n'est pas aussi criard que chez nous en Afrique ici. Donc que les gens ne pensent pas que. Moi je pense que c'est impensable de penser que nos problèmes viennent de la France. Le Ghana ici, là, les Chouméka venaient ici, là, c'est parce qu'il y avait sa chauffeur qui vient ici. Le Togo, dans le temps, à la frontière, le Togo donnait de la nourriture aux Ghanéens et aux Béninois aussi. Ça ne veut pas dire on était toujours sous la France, mais est-ce que les choses marchent? C'est au moment où nos politiques ont eu le ventre plus élargi qu'avant, ils veulent engloutir tout là. C'est ce moment où. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, je sais que tu es politique. Je veux juste dire que, vous savez, avec l'évolution des choses, je comprends que la souveraineté nationale et la représentation nationale sont en train de montrer toutes leurs failles. Parce que vous savez, c'est parce qu'avec l'évolution, on a compris que la souveraineté populaire n'était plus tellement adaptée, surtout face au nombre ou à la croissance démographique. Mais aujourd'hui, les peuples doivent comprendre que, comme je suis dans la lignée du code, les peuples doivent comprendre qu'il y a une différence entre la souveraineté populaire et la souveraineté nationale. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase de souveraineté nationale. Nous sommes aujourd'hui dans la phase de la représentation nationale. Nous sommes aujourd'hui dans la phase de la démocratie représentative. Vous donnez, vous votez, maintenant celui-là que vous votez, c'est lui qui vous représente. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. La CEDEAO, elle est représentative. Elle représente toute la sous-région ouest-africaine. Même si on n'est pas d'accord, c'est nous qui avons permis à ce que ce chef d'État soit élu. Qu'on le veuille ou non, nous devons l'assumer. Point. Un point entre. Nous devons l'assumer. Si nous ne l'assumons pas, ça va être tellement compliqué. Les gens, on doit savoir que le monde, à un moment donné, est en train d'évoluer et nous devons l'assumer. Si nous ne l'assumons pas, ça va être tellement difficile pour nous. Les politiciens, surtout, aussi, doivent le comprendre. Et le politique peut répondre. Hein, cette carence de la CEDEAO, on les voit aussi au niveau des chefs d'État. Apparemment, je n'ai jamais participé à une réunion de la CEDEAO, mais selon les analystes qui passent souvent par ici sur des questions précises, par exemple la question du Mali, oui, a divisé les chefs d'État. Oui, la question du Mali a divisé les chefs d'État. La plupart du temps, ceux qui prennent des résolutions dans cette institution, c'est des politiques. Et je ne suis pas d'accord avec l'opinion que mes aînés ont sur ces politiques. Je crois que les politiques ont leur rôle à jouer conformément à leur mandat. Mais souvent, ils ont des ventres comme ça, comme le coach l'a dit. Non, pas forcément. Pour moi, c'est des clichés. Tu veux dire oui? Non, mais en tout cas, lui, il n'a pas de ventre. Non, mais je crois que dans tous les univers, il y a ce qu'on appelle des brebis galeux. Ouais. Donc, je crois qu'il ne faut pas décrédibiliser la fonction politique. La fonction politique a tout son rôle dans ce pays. Et dans une on sait qu'elle est noble. Oui, on sait qu'elle est noble. Et dans une démocratie représentative, je suis désolé, les acteurs majeurs, c'est des politiques. Et on ne peut que faire confiance aux politiques pour obtenir des résultats tangibles économiquement, politiquement, culturellement à l'avenir. Maintenant, pour revenir à la CEDEAO, je crois que je suis obligé de faire ici du droit international. C'est que vous savez, en droit international, il y a ce qu'on appelle le principe de spécialité. C'est-à-dire que l'institution ne peut user des prérogatives, ne peut pas outrepasser ses prérogatives. C'est-à-dire qu'il ne peut exercer des prérogatives que prévoient les textes, ce qu'on appelle le principe de spécialité. Aujourd'hui, est-ce que la CEDEAO outrepasse ses prérogatives? Et je ne crois pas. Je crois que la CEDEAO agit expressément en conformité avec les textes ou la charte constitutionnelle de base du 28 mai 1975. Et hormis ça, il y a ce qu'on appelle aussi en droit international la théorie implicite. La théorie des compétences implicites. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que les textes prévoient, lorsqu'on lit l'esprit du traité,
on voit, on peut aussi découvrir d'autres prérogatives de la CEDEAO. Quand je plainte le décor du principe de la spécialité de la théorie des compétences implicites, c'est pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, pour moi, la CEDEAO n'outrepasse pas ses prérogatives. Lorsqu'on prend le cas burkinabé, la CEDEAO a le mandat d'agir, de venir évaluer la situation sociopolitique. Et c'est ce qu'elle a fait. Voilà. D'imposer le respect de la charte de la transition. C'est ce qu'elle a toujours fait. Bon, peut-être qu'elle ne le fait pas assez, mais je trouve qu'elle exerce quand même ses prérogatives en conformité avec ces tests. Donc aujourd'hui, moi, j'estime que la CEDEAO doit s'inscrire dans la continuité, mais tout en améliorant quand même ces actions. Parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même une dynamique démographique qui est extrêmement forte. Ce qui veut dire que les aspirations du peuple en 2022 ne seront pas les mêmes qu'en 2030. Donc il faut anticiper l'avenir. Il faut, au vu des fluctuations géopolitiques dans la sous-région, il faut anticiper et formuler des recommandations les plus sûres et les plus opportunes. Alors, Firmin, t'es quoi? Une minute. On va moi, je ne voudrais pas qu'on reproche à la CEDEAO cette histoire de mandat, cette histoire de modification constitutionnelle. Moi, je pense que ça relève de... Cela aussi divise. Oui, cela aussi divise parce que ça relève de l'ordre. On voit ce que ça entraîne. Oui, voit ce que ça entraîne. En Guinée, on a vu en Côte d'Ivoire. Oui, moi, je pense que c'est une mauvaise appréciation des choses si on le reproche à la CEDEAO. Parce que moi, je pense que cette histoire de limitation de mandat, ça relève de l'ordonnancement juridique interne de chaque État. Parce que ça dépend de comment vous avez élaboré votre constitution et ça dépend des dispositions que contiennent ces constitutions-là. Et puis l'autre chose que je voudrais ajouter en 2 secondes, c'est que cette histoire de limitation de mandat, on ne le dira jamais assez. Il faut oublier cela. Quoi. Il faut sauter ce verrou-là une fois pour toutes. Parce que quoi que vous puissiez écrire, si vous écrivez, nul ne peut être président 2 fois ou nul ne peut faire 2 mandats dans sa vie. Si moi je viens par exemple, je dis cette disposition-là, ça ne me convient pas, et puis je balaye toute la constitution, je change de république, je fais élaborer une nouvelle constitution et vous allez faire quoi? Ça veut dire que du moment où le truc, on l'appelle loi, ou on l'appelle droit, on va toujours le modifier. Donc la limitation de mandat ne résoudra aucun problème. Donc il faut passer à comment faire évoluer notre système de gouvernance. Je pense que c'est à ce seul prix qu'on pourrait sauver le côté institutionnel de l'Afrique. Non, au niveau des prescriptions constitutionnelles, moi je crois qu'on peut faire mieux parce que ça marche ailleurs. On prend toujours la France comme modèle. C'est vrai, ils sont partis du septennat au quinquennat, mais en France, on ne peut pas faire plus de 2 mandats. Je crois que les prescriptions constitutionnelles peuvent être quand même claires en mettant ce qu'on appelle le principe. Jacques Chirac a essayé de modifier la Constitution. C'est-à-dire le principe d'intangibilité. Vous comprenez le principe d'intangibilité? C'est-à-dire qu'on peut, le référendum ou la modification par voie parlementaire peut porter sur toutes les dispositions, mais pas sur une telle disposition, je vais parler de la limitation du mandat. Donc on peut prévoir tout ça là. Mais si on fait balayer toute la Constitution, c'est le de la République. Si on dit on va à la monarchie parlementaire, vous allez faire... On a encore 15 minutes, chers amis. Justement, on parle de la CEDEAO. On doit parler du Togo parce que le Togo fait partie de la CEDEAO. C'est la saison pluvieuse au Togo, pays à majorité agricole surtout. On va voir l'impact de la pluviométrie sur la production agricole au pays de Fort-Gnassingbé. Alors, on vous donne la parole à Chiraf Ourosama. Oui. Non, je crois que il faut aujourd'hui avoir une politique agricole plus ou moins lisible. Parce que nos paysans, que je salue, parce que ce sont des gens, des entrepreneurs, moi je ne les appelle pas paysans parce que je trouve ça péjoratif. Pour moi, c'est des entrepreneurs agricoles et je crois qu'ils font des efforts au quotidien pour nourrir toute la collectivité nationale. Donc aujourd'hui, on parle du changement climatique, on parle de la pluviométrie qui est plus ou moins intense, donc ce qui veut dire qu'il y aura des conséquences désastreuses dans les prochains jours. Parce qu'on parle aussi de l'insécurité alimentaire, qui est un sujet quand même brûlant aux Nations Unies. Oui. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement doit être dans une approche anticipative et pour essayer de proposer des solutions, accompagner les paysans. Parce que quand vous prenez, par exemple, les zones, statistiquement, on parle le Togo, on parle de 65 à 70% de la population qui est agricole. On parle de 30 à 35% dans le PIB, donc je crois que c'est extrêmement important. C'est un pan vraiment de notre économie aujourd'hui qui est en difficulté, donc il faut apporter des solutions. Bon, moi je crois, comme je le dis toujours, je crois aux régaliens et je crois à la capacité du gouvernement de proposer les solutions les plus innovantes pour accompagner nos paysans. Parce qu'ils travaillent dans des conditions quand même déplorables.
On sait très bien que nous avons, disons, une agriculture qui est très embryonnaire. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut passer à la mécanisation. Parce que si on veut avoir une productivité agricole intense et s'imposer aussi à l'international avec la vente de nos produits, et il faut forcément passer par la mécanisation. Bon, c'est ce que je dis. Donc, je crois aux Régaliens, je crois que le ministre Begbeni, Antoine Begbeni, qui est même originaire de la zone du Grand Bassar, je vais parler de Gayankouka, où là-bas, il y a une productivité agricole plus ou moins intense. Il y a quand même plein de paysans. Et je crois que dans toutes ces zones-là, il faut prévoir des solutions idoines. Donc, je crois que nous aurons à revenir sur les solutions précises, spécifiques sur les problèmes de notre politique agricole aujourd'hui. Coach Essoa, je sais que vous êtes très accroché à la terre. Vous faites formation aussi aux agriculteurs. Alors, même question à vous, quel impact ça envoie sur de la pluviométrie sur la production agricole dans votre pays? Vous avez eu la chance de parcourir tout le pays, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Il y a une fausse information qui a circulé et dont je suis du côté de Donald Trump. Les gens avaient parlé de réchauffement climatique comme quoi on aurait des raretés de pluie. Et c'est ce qu'on avait décrié. Heureusement que la pluie a été surabondante plutôt ces derniers moments. Depuis 4 mois, il ne fait que pleuvoir au Togo. Et ça agit énormément sur l'agriculture. Je pense que d'abord, Acharaf a parlé de mécanisation de l'agriculture, mais il faudrait aussi qu'on quitte de l'agriculture de subsistance à l'agriculture industrielle. Pour le moment, ce sont les individus, les paysans même qui se débrouillent, même si je ne veux pas l'expression, paysans, on appelle agripreneur, celui qui devient entrepreneur agricole. Or, les paysans ne le sont pas. Quand tu vois l'état, l'habillement des paysans, tu ne peux même pas hasarder à aller entreprendre dans l'agriculture. Ce sont ceux qui viennent acheter les produits qui bénéficient plus que ceux qui cultivent. Et c'est anormal. Donc, il faudra qu'il y ait des coopératives agricoles. Parce que, d'abord, les paysans cherchent l'engrais, ils n'en trouvent pas. Au moment où l'État vend moins cher l'engrais qui pour le coton et soja, et très cher l'engrais pour le maïs qu'on sort là, ouais, que c'est normal que les choses ne marchent pas comme on le souhaite. Je pense également que vous allez vers le nord, à partir de Guyane, plutôt, vous allez voir où les gens... Il y a la terre plate, pour ne pas dire, ce n'est pas accidenté, mais les gens se débrouillent uniquement avec la roue ou la daba. Au moment où il faudrait fournir des tracteurs à ces gens. Il y a des coopératives mais qui ont cherché des tracteurs, ils ne trouvent pas. Les maïs sélectionnés, j'ai un paysan, il a cherché de Lomé, de chez jusqu'à ici, même quand il est venu, au lieu que c'est fini, au niveau de... il y a, comment on appelle... au niveau de la régie, il y a un endroit où on vend les semences, il n'en a pas trouvé. Donc je pense que l'autre danger, c'est que si les gens qui ont déjà fait agronomie, au lieu de les aider à s'en sortir, on veut que les 30% de la population à cause de ces gens dedans, je ne comprends pas. Les États-Unis, c'est à peine 2 ou 3% qui sont agriculteurs, qui nourrissent tout ce pays et qui viennent chez nous également. Donc on peut faire ça aussi. On n'a pas besoin que toute la population aille dans l'agriculture parce que l'État n'arrive pas à créer des emplois. Non. Il faut déjà mécaniser ceux qui sont dedans. S'il y a des étudiants à ESA qui sont sortis et que des gens ont des projets alléchants, on peut le faire. Même ANSAT a créé ici qu'ils vont faire sécurité alimentaire, alors qu'ANSAT ne peut pas retenir au-delà de 2 tonnes. C'est-à-dire que quand il y a problème, ce qu'ANSAT peut retenir ne peut pas dépasser 2 mois. Mais on dit on est en sécurité alimentaire. Il faudrait que l'État utilise toutes ses forces pour qu'on puisse avoir des tonnes. On dit que quand vous vérifiez, il y a une information que la surface cultivable ou superficie cultivable du Japon ne dépasse pas la région de la Kara. Mais vous voyez, c'est le Japon qui nous donne des riz, de riz et consorts là. Mais voilà, c'est-à-dire que tout ce que le Japon produit, c'est sur seulement espace de Kara. Donc, nous, on a cette terre, on peut mieux faire. Alors qu'il pleut beaucoup chez nous et qu'on a laissé jusqu'à ce qu'une inondation vienne, je pense qu'on doit trouver un mécanisme où on crée des lacs artificiels quand il pleut et quand il y a saison sèche, on peut utiliser ces lacs artificiels. Le Sénégal en a fait pour irriguer les sols. Je pense actuellement, quand vous allez à Diagbélé, on produit le maïs frais à tout moment. C'est bon. Ce n'est plus saisonnier. Vous pouvez manger maïs frais à tout moment à Diagbélé. Dans ces zones, donc le gouvernement n'a qu'à prendre acte de ça. Et le ministre, je pense, c'est Begbeni, n'a qu'à
aller, qu'on utilise, qu'on abandonne les astuces juridico-techniques pour dire quoi l'État fait, quoi. On a carrément. Jusqu'à présent, les choses coûtent cher. En quoi on a réussi l'agriculture? Dans l'agriculture, les choses coûtent cher. On nous a dit dans ce pays qu'on peut transformer le manioc en pain. Mais les pains coûtent cher chez nous également. Les gens ont même dit qu'il y a biocarburant, qu'on peut faire quoi. Mais tout ça là, il suffit qu'on prenne 2 ou 3 individus, on branche et puis ça s'arrête là-bas. Il faudrait qu'on aille actuellement dans la dire qu'on parle beaucoup, mais on agit peu. Justement, c'est ce que je dis. Puisque les Togolais, ce sont des gens qui se battent. Quand vous allez, presque chaque famille a un terrain agricole. Et si on se bat sur ça, je pense que ça peut. Voyez seulement, vous prenez la route en allant avec Palimé, vous allez voir des terrains vides, il y a personne n'utilise. Au même moment où les jeunes, moi je forme, il y a des jeunes qui me demandent comment ils doivent entreprendre, comment faire l'agriculture, aller à la production, il y a des terrains, mais quand ils vont, il n'y a pas d'accompagnement. Même le mécanisme de financement agricole, quand vous allez là-bas, il vient d'amener un plan d'affaires. Le jeune là connaît un plan d'affaires, il est là-bas. C'est qu'au lieu d'aller sur les trucs très simples qu'un plan d'affaires, celui qui demande ça lui-même, s'il connaît un plan d'affaires, il n'a pas resté dans ce bureau. Donc on devait. Non, vous ne comprenez pas. Quand on est avec les gens qui quittent le sol, il faut travailler avec eux. Parce que moi, si j'ai un projet agricole, celui qui a un projet agricole, qu'il pleuve ou pas, il va s'en sortir. Mais celui qui est dans le bureau, il dit que ton projet n'est pas bancable. Oh, ce n'est pas lui qui a écrit le projet. Quand je vais dans mon champ et qu'il n'a pas plu, je ne peux pas retourner à la maison avec la roue. Je sacle ou je fais quelque chose. Donc c'est pour dire qu'il faut que l'État ait un regard sérieux sur ça et que, heureusement qu'on a un politique qui vote des politiques qui permettent aux agriculteurs de s'en sortir mieux. Alors, Philbert Tekouago? Non, je pense que... L'impact, toujours, quand on parle d'impact, on peut avoir positif et négatif. Oui, l'impact positif, c'est que nous aurons des cultures, mais l'impact négatif, c'est que nous n'arrivons pas à bien recueillir. Trop de pluie, peut-être. Trop de pluie, ça détruit. Or, peut-être dans les pays occidentaux, c'est bien recueilli et on sait bien les canaliser, parce que là-bas, l'agriculture est bien mécanisée. Vous savez, il y a un discours qui pullule maintenant sur les réseaux sociaux, tout le monde a la terre, mais si tout le monde retournait à la terre, maintenant, qui va, pour la ville, qui va le faire? Qui va le faire? Qui va venir, par exemple, présenter les émissions? Qui va aller, qui va travailler? Les gens m'ont oublié que le journaliste est un entrepreneur. Le journaliste s'appelle infopreneur. Mais les gens oublient ça. Qui va aller travailler dans les ministères? Si tout le monde retourne à la terre. Donc je pense que c'est... Je ne voudrais pas dire que c'est une fuite de responsabilité. C'est-à-dire le peu que nous avons, il faut que nous arrivions à le mettre en valeur. Il y a déjà des gens, des hommes de qualité qui sont déjà dans le domaine, alors il faut les aider, il faut les accompagner, il faut mécaniser le secteur et là l'agriculture va être beaucoup plus florissante pour nous. Moi j'ai l'habitude de dire que je suis toujours cet exemple européen. Il y a ce qu'on appelle la PAC, politique agricole commune, c'est dans la zone Union européenne, où chaque année on donne plus de 15 millions, plus de 20 millions, environ 20 millions de francs CFA à chaque Européen agriculteur. Ici, est-ce que la CEDEAO fait cela? Comment l'État togolais accompagne véritablement l'agriculture? Vous savez, avec tous les projets que nous avons eu, PADAT, PAZA, tous les projets, Niaza, tout ça là, si on avait vraiment mis en œuvre tout ça là, si tous ces projets avaient été efficaces, je pense qu'on ne serait pas comme ça aujourd'hui en train de souffrir, en train de mourir de faim. C'est parce que les projets n'ont pas véritablement échoué. Alors, qu'est-ce qui manque à ce niveau-là? En Afrique, on dit qu'on a 60% de terres arables bien fertiles, mais qu'on n'exploite pas. Et puis, chaque fois, on répète, et puis ça nous intéresse. Au Togo, on a 60% de terres fertiles. On nous a appris ça en terminale. Je sais pas, je vous rappelle que les terres, on en a tellement, mais on a toujours faim. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un problème à ce niveau. Il faut qu'il y ait une certaine volonté de véritablement mécaniser l'agriculture. Hier, je posais la question à un spécialiste de clôture du grand clôture. Il m'a dit, mais si tout est mis en œuvre dans la zone clôture, je pense qu'il n'y aurait même plus un seul Togolais qui peut dire un jour qu'il a faim. C'est parce qu'il y a un problème. On ne met pas l'accent sur ça. Peut-être après, on va dire que... La zone clôture seule peut nourrir le Togo. Voilà, regardez. C'est une réalité. Oui, le clôture seul peut nourrir le Togo. Alors pourquoi on ne va pas à ce niveau-là? Donc je pense qu'à ce niveau-là, il faut véritablement réfléchir. Et puis l'autre aspect aussi que je voudrais... Parce que j'ai écouté un peu... Quand on parle de consommer local et autres là. Oui, j'allais poser justement cette question. Ça doit agir forcément. Le consommer local, ça doit agir forcément. Et puis, il faut faire la nuance entre consommer local et consommer traditionnel. Ouais. Il faut faire la différence. Parce que j'ai suivi un peu le ministre du Commerce l'autre fois qui s'est mis en tenue traditionnelle. Qui s'est mis en tenue traditionnelle. Un seul jour. Qui s'est mis en tenue traditionnelle. Oui, peut-être ça, c'est un Togolais qui l'a produit.
Mais c'est un Togolais qui a produit, ça veut dire, on a produit un truc traditionnel localement. C'est différent. Moi, je voudrais qu'on mette l'accent sur ça. Le traditionnel est différent quelquefois de local. Ça veut dire, ici, on peut produire des croissants faits à base de blé. Des vestes, même un couturier peut coudre des vestes ici. C'est une production locale. C'est une production locale. C'est-à-dire qu'on ne met pas l'accent seulement sur, on dit, consommer local, on met des projecteurs sur le traditionnel. Le traditionnel, oui. C'est une bonne remarque. Oui, Achraf, je vous ai vu lever la main à chaque reprise. Oui, non, je crois que sur cette thématique, mes deux collègues ne me lâchent pas. Je crois que je prends des coups par rapport à la responsabilité politique que les hommes politiques ont. Et moi je crois que nous avons des mesures urgentes au PDP pour transformer l'agriculture dans ce pays. Il suffit d'aller sur notre site et de voir les mesures urgentes. Et c'est ce que le coach dit aussi, il y a des mesures, mais il dit on parle plus, hein, mais oui, on parle beaucoup plus. Oui, mais je suis pas. Oui, je suis pas. Moi, je ne vous a pas empêché de créer un agropole où vous transformez des produits. Oui, mais effectivement, on ne nous a pas empêché. Bon, par exemple, sur les discours, moi, je suis pas d'accord avec lui lorsqu'il dit que lorsqu'un jeune monte son projet agricole, qu'on n'a pas besoin de lui demander un plan business et tout, mais. Est-ce qu'il maîtrise le plan? Oui, non, mais. C'est là où vous l'embrouillez. Non, mais attendez. Lorsqu'on veut avoir des ambitions, lorsqu'on veut faire de l'agriculture, on a aussi besoin d'un plan business. Parce que c'est contradictoire. Parce que quand vous dites il faut qu'on sorte de l'agriculture de subsistance, mais faire l'agriculture sans un plan d'affaires, c'est l'agriculture de subsistance. Mais si on veut faire, oui. Il y a des gens qui ont des compétences. Quelqu'un produit et quelqu'un transforme, quelqu'un achemine. Il y a quelqu'un qui est fort dans le marketing. Il y a des gens qui doivent jouer chaque rôle à leur place. Il y a un juriste dans l'entreprise qui doit s'occuper des contentieux qu'on sort là. Il y a un économiste qui doit s'occuper de comment vendre. Lui, pour l'agriculteur, lui ne sait que comment produire. C'est ce qui est son compétence. Donc, au lieu de lui trouver plutôt d'autres compétences, parce que moi je dis aux gens, pour créer une entreprise aujourd'hui, vous avez besoin d'un juriste, d'un gestionnaire comptable, toutes ces ressources humaines. Ces ressources humaines. Mais quand lui, il est agriculteur, vous lui dites d'avoir toutes ses compétences. Et pire encore, il n'a pas été à l'école, il n'a pas fait l'université où il devait apprendre. Vous lui inculquez ça dans un seul coup, vous l'embrouillez. Oui, on l'embrouille. Non, on se comprend, mais c'est que lorsqu'on a des ambitions, il faut se donner aussi les moyens de ces ambitions. Il faut aller à l'école. Non, je ne dis pas qu'il faut aller à l'école, mais il faut chercher les ressources humaines qui vous permettent d'élaborer le plan d'affaires. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez auprès des institutions bancaires, qui sont privés, eux, tout ce qu'ils recherchent, c'est la rentabilité. Vous devez être solvable. Donc, c'est quand vous rentrez dans les locaux d'Orabank ou d'Ecobank pour faire un prêt, pour entreprendre dans le domaine agricole, mais vous aurez besoin forcément d'un plan d'affaires. C'est là où l'État devait intervenir. Voilà, vous devez forcément avoir besoin d'un plan d'affaires parce que le retour sur investissement, la banque aussi attend parce que c'est l'épargne des autres. C'est là où l'État intervient. L'État garantit ses financements. Je crois que avant, le politique joue son rôle. Non, le politique joue son rôle. C'est vrai que le PDP est un parti d'opposition. On peut reprocher aux partis politiques d'être plus ou moins des acteurs de développement. Pourquoi ils font des actions et tout. Même nous, je crois qu'en période de vacances, dans le Grand Bassar, le PDP a par exemple financé la formation des coopératives. Tous les villages du Grand Bassar. Très souvent, c'est Bassar, vous aimez intervenir. J'allais poser cette question. Vous aimez Bassar à Bassar et autres au nord. Parce que c'est là-bas que vous étiez lui. J'ai pris le cas de Bassar. Il y a également... Vous allez à Kbalimé? Non, mais on ne peut pas. Non, mais attendez, mais on a 39. Il faut souvent aller à Kbalimé. Oui, attendez, on a 39 préfectures, nous avons des moyens limités. Donc, nous n'avons pas. Nous ne sommes pas responsables. Nous ne sommes pas responsables des échecs de politique public ou agricole dans ce pays. Je crois que c'est le gouvernement qui répond de ça. Voilà. Bon, maintenant, tout ce qu'il faut savoir, je crois que c'est ce que je dis. Le gouvernement doit être dans une approche anticipative. Je crois que le coach a quand même une appréciation beaucoup plus pointue sur la question. Il a fait des recommandations et des solutions. Donc, je crois qu'il faut opérationnaliser tout cela. Je crois que le ministre Béni aussi a des compétences dans ce sens et il pourra mettre la feuille de route. Moi, je pense qu'il faut toujours que le gouvernement continue d'accompagner. Surtout par rapport à la production locale, là, il faut accompagner. La production locale, c'est dans tout le domaine. Ce n'est pas parce que la personne va faire du traditionnel qu'on va l'accompagner. Production locale, ça veut dire que quelqu'un a de l'argent et il produit des vestes. À l'occidental, c'est une production locale. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau, mes chers amis. Kwame Vie Akresoy, consultant et coach en entrepreneuriat et en politique.
Ashraf Orosama, juriste de formation, homme politique du PDP. On espère que le PDP et son président vont bien. Non, nous ne sommes pas fâchés. Nous sommes très attentifs des récriminations que les gens forment à notre endroit. Nous essayons d'opérationnaliser notre feuille de route et en prenant en compte les observations que les uns et les autres font. Parce que nous sommes un parti politique. Et tout ce qu'on vise, c'est briguer la magistrature suprême un jour. Et si on veut diriger ce pays, il faut avoir des idées. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Vous avez rencontré Garçon aujourd'hui. Firme Teko Agbo, merci beaucoup à vous. Vous êtes chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale. Firme Teko Agbo. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.